Au magasin, j'ai payé les courses d'une dame âgée. Elle s'est penchée et a chuchoté, « Quand votre fils sortira, ne touchez pas à la neige dans la cour. » J'ai ri mais j'ai écouté. Le lendemain matin, en sortant sur le porche, ce que j'ai vu a failli me faire m'effondrer. À la caisse, j'ai aidé une dame âgée à payer ses courses. Elle m'a attiré vers elle et a chuchoté avec insistance, « Après le départ de votre fils, ne touchez pas à la neige devant chez vous. Votre vie en dépend. » J'ai pensé que ce n'était que le radotage confus d'une vieille femme sénile. Le lendemain matin, en sortant, ce que j'ai vu a failli arrêter mon cœur. Qu'est-ce qui m'attendait dans mon jardin ce matin-là? Je vous le dirai dans un instant. Mais d'abord, laissez un commentaire ci-dessous. Dans quelle ville êtes-vous en ce moment? Je veux voir jusqu'où cet avertissement voyage. Maintenant, plongeons dans l'avertissement de ce jour-là. Tout a commencé 3 jours plus tôt, par un après-midi de décembre, alors que le premier vrai blizzard de la saison frappait Burlington. Je faisais la queue chez Morrison, la petite épicerie familiale à 2 pâtés de maison de chez moi, sur Birch Street, en regardant les gros flocons s'écraser contre les vitres. À 70 ans, on arrête de courir à travers la ville. On va là où les gens connaissent votre nom, là où les rayons sont familiers. La vieille dame devant moi comptait ses pièces sur le comptoir, les doigts tremblants. Elle portait un manteau usé jusqu'à la corde et une écharpe délavée. Sur le tapis roulant se trouvait la commande la plus triste qui soit. J'y ai vu une petite miche de pain, du lait, 3 pommes de terre et un seul oignon. « Madame, il vous manque de l'argent » a dit doucement Ashley, la jeune caissière. « Comment est-ce possible ?» La main de la vieille femme a tremblé. J'ai compté 2 fois à la maison. Derrière moi, quelqu'un a soupiré d'impatience. La file s'allongeait. J'ai regardé cette silhouette voûtée, ses mains rouges, et ses maigres provisions. 5 ans après le décès de Judith, j'entendais encore sa voix, « Frédéric, nous en avons plus qu'assez. Aide toujours quand tu peux. » Ashley, encaissez ça avec les miens, ai-je dit en posant un billet de 20 sur le comptoir. Oh, mon chéri, vous n'êtes vraiment pas obligé. La vieille dame s'est retournée, et ses yeux ont croisé les miens. Ses yeux, pas vitreux ni lointains, mais clairs comme un ciel d'hiver, tranchants comme du verre brisé. Il regardait droit à travers moi, d'une manière qui m'a coupé le souffle. Il y avait quelque chose d'ancien dans ce regard, quelque chose qui savait. « Merci, cher monsieur », a-t-elle dit doucement. Sa poigne sur ma manche était étonnamment forte. « Votre gentillesse ne sera pas oubliée. » Elle a rassemblé ses courses, puis s'est retournée. Le magasin a semblé devenir silencieux. Elle s'est penchée tout près, et j'ai senti une odeur de naphtaline et de lavande séchée. « Écoutez attentivement », a-t-elle chuchoté. « Quand votre fils partira ce soir, ne touchez pas à la neige dans votre jardin. Peu importe ce qu'il vous dit, ne déblayez pas avant le matin. » Pardon? Quoi? Ses doigts se sont enfoncés dans ma manche. Votre vie en dépend. Promettez-le-moi. L'intensité dans sa voix m'a secoué. D'accord, je le promets. Elle m'a lâché en hochant la tête, puis s'est dirigée vers la sortie avec une vitesse surprenante. Les portes se sont ouvertes dans un souffle, et elle a disparu dans le tourbillon blanc, comme si elle n'avait jamais été là. Mon cœur battait la chamade. « Monsieur Lawson, vous allez bien ?» a demandé Ashley. « Ça va. » J'ai secoué la tête et payé mes courses, du poulet, des légumes, du pain, puis je me suis dirigé vers la tempête. Le vent me giflait le visage. Je suis rentré péniblement, mes bottes crissant dans la poudreuse. Les mots de la vieille femme résonnaient. « Quand votre fils partira ce soir. » Comment savait-elle que Connor venait? Je ne l'avais dit à personne. Il avait appelé ce matin-là, disant qu'il devait passer après le travail. C'était la première fois en 3 mois qu'il venait sans que je le demande. J'en ai ri en déverrouillant ma porte et en tapant mes bottes pour enlever la neige. Juste les radotages d'une vieille femme. La démence, probablement. Ils font une fixation sur des choses étranges, voient des motifs qui n'existent pas. Mais quelque chose dans ses yeux est resté avec moi alors que je regardais la tempête par la fenêtre de ma cuisine. Quelque chose qui suggérait qu'elle avait vu des choses que je ne pouvais imaginer, qu'elle savait des choses que je ne voulais pas savoir. Elle avait regardé droit dans mon avenir et vu quelque chose qui la terrifiait. Quelque chose impliquant mon fils et la neige qui recouvrait maintenant mon jardin d'une couverture blanche, immaculée et sans trace. Ce soir-là, des phares ont balayé le mur de mon salon. Vers 18h30,
la berline noire de Connor est entrée dans l'allée, les roues crissant sur la neige qui s'accumulait. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Connor, entre. Tu vas geler. Je ne peux pas rester longtemps, papa. Il est entré, secouant la neige de sa veste mais sans l'enlever. À 38 ans, mon fils était devenu un étranger, aux traits tirés, vérifiant toujours son téléphone, toujours pressé d'être ailleurs. J'ai un voyage d'affaires, a-t-il dit sans croiser mon regard. Je pars dans 1 heure. Je voulais juste voir comment tu allais. C'est gentil. J'ai essayé de ne pas montrer ma surprise. Pour combien de temps? 1 semaine, peut-être 10 jours. Il a jeté un coup d'œil autour de la maison, son regard s'attardant sur les photos de Judith, puis se déplaçant vers la fenêtre donnant sur le jardin. Les routes deviennent mauvaises. Ils passeront la déneigeuse demain matin. Papa, tu dois déblayer l'allée ce soir avant que ça n'empire. Ce soir, Connor? Ça tombe encore. Fais-le ce soir. Sa voix avait un côté tranchant que je n'aimais pas, tu ne rajeunis pas. S'il arrive quelque chose, les secours doivent pouvoir entrer. L'inquiétude semblait fausse, trop répétée, trop insistante. Ça ira, ai-je dit. Vraiment? Il s'est approché. Tu seras seul ici, n'est-ce pas? Personne pour vérifier comment tu vas. Les Anderson sont en Floride, non? Comment savais-tu cela? Je les ai appelés la semaine dernière, pour m'assurer que quelqu'un veillait sur toi. Un doigt glacé a tracé une ligne le long de ma colonne vertébrale. Quand votre fils partira ce soir, ne touchez pas à la neige dans votre jardin. Je peux prendre soin de moi-même, ai-je dit lentement. Déblaye juste l'allée, papa. S'il te plaît, avant de te coucher. Il a vérifié son téléphone, en fronçant les sourcils. Je dois y aller. Mon vol est tôt demain. Ton vol? Je croyais que c'était un voyage en voiture. Un instant d'hésitation. Je conduis jusqu'à Boston ce soir, je prends l'avion de là-bas. Il s'est dirigé vers la porte et je l'ai suivi. Connor, est-ce que tout va bien? Ça va. Juste le stress du travail. Il s'est arrêté sur le seuil. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Du désespoir. De la peur. Promets-moi que tu déblayeras ce soir. Les mots de la vieille femme ont retenti comme une sonnette d'alarme. Je vais y réfléchir. Papa. Conduis prudemment, fiston. Il m'a fixé, la mâchoire serrée, puis s'est tourné et a marché vers sa voiture. J'ai regardé ses feux arrière disparaître dans le rideau blanc de la neige qui tombait. J'ai verrouillé la porte, vérifié le verrou 2 fois, et je suis resté debout dans le couloir sombre, écoutant la maison craquer autour de moi. La visite de Connor semblait anormale. Son insistance pour l'aller semblait anormale. Ses questions sur qui viendrait me voir semblaient très anormales. Je suis allé à la fenêtre arrière et j'ai regardé mon jardin. La neige était immaculée, sans trace, magnifique. Ma pelle était appuyée contre le mur du garage, facilement accessible. L'avertissement de la vieille femme résonnait dans mon esprit, se mélangeant au comportement étrange de Connor, à ses questions bizarres, à cette pointe de désespoir dans sa voix. J'ai laissé la pelle là où elle était. Cette nuit-là, j'ai verrouillé les portes et je suis allé au lit, mais le sommeil ne venait pas. Je suis resté allongé dans le noir, écoutant le vent hurler et la neige fouetter les fenêtres, me demandant ce qui se passait. Les mots de la vieille femme revenaient sans cesse, implacables comme la tempête, votre vie en dépend. Je me suis réveillé à l'aube dans le silence, ce genre de silence particulier qui suit un blizzard, quand le monde retient son souffle sous une couverture blanche. La tempête était passée pendant la nuit, laissant tout immobile et feutré. Mon dos me faisait mal alors que je traînais les pieds jusqu'à la cuisine. J'ai rempli la bouilloire et l'ai posée sur la cuisinière, puis je suis allé à la fenêtre en attendant qu'elle bouille. C'est là que je les ai vus. Des empreintes de pas, profondes et nettes, coupant à travers la neige immaculée de mon jardin. Ce n'étaient pas les miennes. Je n'étais pas sorti depuis l'après-midi précédent. Ce n'était pas celle du facteur. Celle-ci venait du portail latéral, pas de l'allée principale. Ma main s'est figée sur le rideau. Les traces partaient du portail et allaient droit vers la maison, encerclant méthodiquement le périmètre. Elles s'arrêtaient à chaque fenêtre du rez-de-chaussée, le salon, la cuisine où je me trouvais, jusqu'à l'arrière où la fenêtre de ma chambre donnait sur le jardin. Je me suis déplacé vers la fenêtre arrière, mon cœur commençant à marteler.
Les empreintes arrivaient jusqu'à la vitre, assez près pour que celui qui les avait faites ait pu regarder à l'intérieur, ait pu me voir dormir. Et là, mon souffle s'est coupé, des marques dans la neige sous le cadre de la fenêtre. Des éraflures, comme si quelqu'un avait testé la fenêtre, l'avait essayée, avait vérifié si elle était verrouillée. Les empreintes étaient énormes, une pointure 46, peut-être plus, des impressions profondes qui trahissaient un homme lourd, quelqu'un d'imposant. La foulée était large, confiante, délibérée. Quelqu'un avait marché autour de ma maison la nuit dernière pendant que je dormais, vérifiant les fenêtres, testant les serrures, cherchant un moyen d'entrer. Mes jambes sont devenues faibles. J'ai attrapé le comptoir pour me stabiliser. Si j'avais déblayé l'allée comme Connor insistait, comme il m'avait pratiquement supplié de le faire. Ces traces auraient disparu, recouvertes par mes propres pas, détruites par le raclement de la pelle. Je n'aurais jamais su que quelqu'un était venu ici. La bouilloire s'est mise à siffler, et j'ai sursauté comme si on m'avait tiré dessus. Je l'ai éteinte avec des mains tremblantes. Qui? Pourquoi? Que voulait-il? Et comment? Comment, au nom de Dieu, cette vieille femme avait-elle su que cela arriverait? J'ai pensé à la visite de Connor, à son insistance pour l'aller, à la façon dont il avait demandé si je serais seul, si quelqu'un viendrait voir comment j'allais, à la pointe de désespoir dans sa voix quand il avait dit « Promets-moi ». Les traces ne mentaient pas. Quelqu'un était venu. Quelqu'un avait encerclé ma maison comme un prédateur évaluant sa proie. Et Connor avait voulu que j'efface les preuves avant même que je ne les voie. Je me suis forcé à respirer. Les traces étaient fraîches. Aucune nouvelle neige n'était tombée depuis la fin de la tempête vers minuit. Celui qui les avait faites était venu après ça, au cœur de la nuit, dans l'obscurité. Pendant que je dormais, complètement inconscient que quelqu'un se tenait derrière ma fenêtre. J'ai regardé à nouveau les marques sous la fenêtre de la chambre. Ils avaient essayé d'entrer. Si cette fenêtre n'avait pas été verrouillée. Ma main a trouvé mon téléphone dans la poche de mon peignoir. Le lieutenant Samuel Crawford était l'officier de ce quartier depuis 20 ans. Il m'avait aidé après le décès de Judith, venant prendre de mes nouvelles les premiers mois. C'était un homme bon. Solide. Quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. J'ai cherché son numéro. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton d'appel. Ce n'était pas une farce d'adolescent. Ce n'était pas des empreintes d'enfant. C'était autre chose. Quelque chose qui me tordait les tripes avec une peur que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Le visage de la vieille femme a traversé ma mémoire. Ses yeux clairs, qui savait? Elle avait vu ça. D'une manière ou d'une autre, impossiblement, elle avait su. Et elle m'avait sauvé. J'ai appuyé sur appeler. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Crawford. Sa voix familière a répondu. Samuel, c'est Frédéric Lawson. J'ai besoin que vous veniez. Ma voix était plus stable que je ne me sentais. Quelqu'un était dans mon jardin la nuit dernière, et je pense qu'ils essayaient d'entrer. Le lieutenant Crawford est arrivé en 20 minutes, sa voiture de patrouille s'arrêtant phares éteints, mais moteur tournant. Il en est sorti, un grand homme noir au début de la cinquantaine, avec ce genre de présence qui vous fait vous sentir plus en sécurité juste en l'ayant à côté. Monsieur Lawson, il m'a serré la main fermement. Montrez-moi. Je l'ai conduit à la fenêtre arrière. Il a étudié le jardin, puis est sorti. J'ai regardé alors qu'il s'accroupissait près des traces, prenant des photos. Il se déplaçait méthodiquement, suivant le chemin que l'intrus avait emprunté depuis le portail jusqu'à la maison, autour du périmètre, s'arrêtant à chaque fenêtre. Quand il est rentré, son expression était sombre. Bottes taille 46, semelles épaisses. Cet homme pèse au moins 90 kilos. Il m'a regardé sérieusement. Monsieur Lawson, ce n'était pas le hasard. Il vérifiait chaque point d'entrée. Vérifier pourquoi? Pour voir lesquels étaient vulnérables. Crawford a sorti un carnet. Vous verrouillez vos fenêtres la nuit? Toujours. Depuis que ma femme est décédée. Bien. Ça vous a probablement sauvé. Il a noté quelque chose. Votre voisine d'en face, Madame Fletcher. Elle a une caméra de sécurité, n'est-ce pas? Rosemary. Oui. Allons lui parler. Madame Rosemary Fletcher a ouvert sa porte en peignoir matelassé, les yeux écarquillés. Frédéric, que se passe-t-il? Désolé de vous déranger si tôt, ai-je dit.
Nous devons vérifier votre caméra d'hier soir. Bien sûr. Entrez. Crawford a pris la télécommande, rembobinant les images. Essayez vers minuit, ai-je dit. Il a fait avance rapide à travers des heures de rue vidées de neige tombante. Puis, là. Crawford a figé l'image. 23h44, une berline sombre a roulé lentement sur Birch Street, sans phare. Elle s'est arrêtée devant chez moi. Un homme en est sorti, grand, large d'épaules, portant une veste sombre et un bonnet. Il a regardé des deux côtés, puis a marché vers mon portail. Il sait où il va, a murmuré Crawford. L'homme a disparu dans mon jardin. Les minutes s'écoulaient. 8, 10, 12. Puis il est réapparu, revenant avec la même assurance tranquille. Il est monté en voiture et est parti. Reculez, a dit Crawford. Au moment où il monte. Rosemary a rembobiné. Crawford s'est penché. Pouvez-vous zoomer? L'image s'est pixelisée, mais on pouvait distinguer une partie de la plaque d'immatriculation. VT. Quelque chose 27 quelque chose. Plaque du Vermont, a noté Crawford. Et il y a quelque chose sur la porte. Vous voyez ça? J'ai plissé les yeux. Il y avait un logo ou un lettrage sur le côté de la voiture, trop flou pour être lu. Véhicule commercial, peut-être. Crawford a pris des photos avec son téléphone. Madame Fletcher, envoyez-moi cette vidéo par email. Est-ce que Frédéric est en danger? La voix de Rosemary tremblait. Nous allons nous assurer qu'il ne l'est pas, de retour chez moi, Crawford a regardé ses notes. Est-ce que quelqu'un est venu chez vous récemment? Quelqu'un d'inhabituel? Le visage de Connor a traversé mon esprit. Son insistance désespérée pour l'aller, ses questions sur qui viendrait voir comment j'allais. Mon fils est passé hier soir, ai-je dit lentement. La première fois depuis des mois. Le stylo de Crawford s'est arrêté. Et il voulait que je déblaye l'allée. Il insistait là-dessus. Il s'est mis en colère quand j'ai dit que j'attendrais. Le silence était lourd. Pensez-vous qu'il allait vous voler? J'ai regardé ses empreintes, les marques sous ma fenêtre où quelqu'un avait testé la serrure. Je ne sais plus quoi penser. La radio de Crawford a grésillé. Il s'est éloigné, a parlé à voix basse, puis est revenu. Je fais passer la plaque partielle et ce logo dans le système. Il a croisé mon regard. En attendant, je fais passer une voiture de patrouille toutes les heures ce soir. Gardez vos portes verrouillées. Toutes. N'ouvrez à personne que vous ne connaissez pas. Vous pensez qu'il reviendra? Crawford a regardé l'image figée sur l'écran. La silhouette sombre, les mouvements délibérés. Les hommes comme ça n'abandonnent pas après un seul coup d'œil, a-t-il dit doucement. Nous devons découvrir qui il est. Vite, avant qu'il ne revienne. À midi, Crawford a appelé avec des nouvelles qui m'ont glacé le sang. Marcus Boyle, a-t-il dit sans préambule. C'est à lui qu'on a affaire. On a passé ses empreintes dans le système, et il a un casier qui remonte à 20 ans. Je me suis assis lourdement à ma table de cuisine. Quel genre de casier? Agression, coups et blessures, violence organisée. Il a fait 2 séjours en prison d'État, un à New York, un ici dans le Vermont. Il est sorti il y a 18 mois. La voix de Crawford était sombre. Monsieur Lawson, cet homme n'est pas un voleur. C'est quelqu'un qu'on engage quand on veut qu'un problème soit réglé. La pièce a semblé basculer. Réglé? Vous voulez dire? Je veux dire qu'il ne travaille pas seul. Quelqu'un l'a envoyé chez vous. Quelqu'un l'a payé. Ma main s'est serrée sur le téléphone. Pourquoi faire? C'est ce sur quoi nous travaillons. Mais Frédéric. Il utilisait rarement mon prénom. Cela seul me disait à quel point c'était grave. Les hommes comme Boyle ne font pas de repérage pour des cambriolages. Ils sont payés pour faire des choses que la plupart des gens ne feraient pas, des choses comme quoi? Une pause. Des choses que je ne veux pas dire à voix haute tant que nous ne l'avons pas en garde à vue. Ma bouche est devenue sèche. Samuel, nous avons trouvé le motel où il loge. Le Pine Grove, près de la route 7. Enregistré il y a 3 jours sous un faux nom, mais le réceptionniste l'a identifié sur photo. Payé en espèces. Il conduit une voiture de location, la berline de la vidéo. 3 jours plus tôt. Juste avant la visite de Connor,
juste avant que cette vieille femme ne me mette en garde contre la neige. Qu'est-ce que cet homme me veut? Je ne sais pas encore, mais nous n'attendrons pas pour le savoir. J'ai entendu des papiers froissés. Nous avons des unités positionnées près du motel. Nous suivons ses mouvements. La société de location a confirmé qu'il a toujours le véhicule. Et Frédéric, nous avons sorti ses relevés téléphoniques. Il a passé un appel hier soir à 23h30. Juste avant de se présenter chez vous. À qui? On trace encore l'appel, mais quelqu'un lui a dit de venir. Quelqu'un lui a donné votre adresse. J'ai repensé à ses empreintes, à la façon dont il avait vérifié méthodiquement chaque fenêtre, aux marques sous la fenêtre de ma chambre où il avait testé la serrure. Il allait revenir, ai-je dit doucement. N'est-ce pas? La nuit dernière n'était que de la reconnaissance. C'est notre évaluation. Oui. La voix de Crawford s'est durcie. C'est pourquoi j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement. Restez à l'intérieur. Gardez chaque porte et fenêtre verrouillée. Je poste l'agent Brennan devant chez vous pour le reste de la journée et cette nuit. Si Boyle s'approche de Birch Street, on le coincera. Vous pensez qu'il reviendra ce soir? Je pense qu'il a été payé pour faire un travail et qu'il ne l'a pas fini. Alors oui. Une pause. Frédéric, y a-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal? Des disputes, des problèmes d'argent, n'importe quoi. Le visage de Connor a nagé dans mon esprit à nouveau, le désespoir dans sa voix. Promets-moi que tu déblayeras ce soir. Les questions pour savoir si je serai seul. Je ne vois personne, ai-je dit, mais les mots avaient un goût de mensonge dans ma bouche. Eh bien, réfléchissez bien, parce que quelqu'un a engagé Marcus Boyle. Quelqu'un qui sait où vous vivez. Quelqu'un qui le voulait ici la nuit dernière. Après avoir raccroché, je suis resté assis à cette table pendant un long moment, regardant le vide. Marcus Boyle, un homme engagé pour faire disparaître les problèmes, et quelqu'un l'avait pointé vers moi. L'avertissement de la vieille femme résonnait dans mon esprit, se mêlant au comportement étrange de Connor, à ses empreintes dans la neige. Les pièces étaient là, éparpillées comme un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Mon téléphone était posé sur la table. Je pouvais appeler Connor, lui demander directement, mais lui demander quoi? Les questions qui se formaient dans mon esprit étaient trop terribles pour être prononcées à voix haute. La pensée était folle. C'était mon fils, mon garçon. Mais j'avais vu ses traces. J'avais regardé cette vidéo. J'avais entendu la voix de Crawford quand il avait dit « quelqu'un qu'on engage quand on veut qu'un problème soit réglé ». Une terreur froide s'est installée dans ma poitrine, lourde comme une pierre. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas une erreur ou une coïncidence. Quelqu'un voulait quelque chose de moi, quelque chose de permanent. Et quelque part au fond de mon esprit, dans un endroit où je ne voulais pas regarder, je commençais à comprendre qui. Ils l'ont attrapé à 16 heures, juste 2 heures avant qu'il ne prévoie de retourner chez moi. Crawford a appelé avec la nouvelle. On l'a, Frédéric. On a arrêté Boyle au motel Pingrove sans incident. J'ai serré le téléphone. Et il avait un sac de sport prêt, gants, outils de crochetage, un couteau. Ce n'était pas une visite de courtoisie qu'il prévoyait. Mes jambes sont devenues faibles. A-t-il dit quelque chose? Il parle maintenant. L'inspectrice Clark est avec lui. Je vous rappelle. L'attente était atroce. J'ai fait les 100 pas dans ma cuisine, regardant l'agent Brennan assis dans sa voiture de patrouille à l'extérieur. Le soleil se couchait, peignant la neige d'orange et d'or. Crawford a rappelé 1 heure plus tard. Frédéric, j'ai besoin que vous veniez au poste. L'inspectrice Clark veut vous parler. Qu'est-ce que Boyle vous a dit? C'est mieux si vous l'entendez en personne. Le poste de police était un bâtiment trapu en briques sur Main Street. L'inspectrice Amanda Clark m'a accueilli dans le hall. Une femme au regard perçant, dans la trentaine, les cheveux sombres tirés en arrière. Monsieur Lawson, merci d'être venu. Elle m'a conduit dans une petite salle de conférence. Je dois vous dire ce que Marcus Boyle nous a dit. Je me suis assis. Mes mains tremblaient. Boyle a accepté de coopérer. Il est très loquace. Clark a ouvert un dossier. Il dit avoir été engagé il y a environ 1 semaine pour gérer une situation. Ce sont ses mots exacts. Gérer, ai-je répété, engourdi. Il a été payé $5 000 en espèces à l'avance.
Ses instructions étaient précises, faire en sorte que cela ressemble à un accident ou à un cambriolage qui a mal tourné. La cible devait être seule. La maison devait paraître non perturbée de l'extérieur. La pièce a basculé. L'allée, elle chuchotait. La neige. Exactement. Si vous aviez déblayé, ces empreintes se seraient fondues dans le décor. Ça aurait donné l'impression que vous étiez sorti pour travailler. Peut-être eu un accident. Les yeux de Clark étaient stables. Il est venu cette première nuit pour faire du repérage. Vérifiez votre routine. Voir quelle fenêtre serait la plus facile. Il prévoyait de revenir la nuit dernière, mais... Je n'ai pas déblayé. Oui, ces traces sont apparues clairement, et nous avons commencé à chercher. Clark a sorti des papiers. Monsieur Lawson, nous avons épluché le téléphone de Boyle, ses SMS, ses virements bancaires. Il n'a pas seulement été payé en espèces. Il y a eu un virement électronique il y a 2 jours. 5 000 $. Ma bouche était sèche. De qui? Clark m'a regardé un long moment. Nous avons aussi récupéré des SMS. Assure-toi qu'il soit seul. Fais ça cette semaine. Le vieux ne se doutera de rien. Le vieux? Moi? Qui a envoyé ça? Ma voix s'est brisée. L'expression de Clark a changé. Quelque chose comme de la pitié a traversé son visage. Monsieur Lawson, je pense que vous devriez vous asseoir pour ça. Je suis déjà assis. La personne qui a engagé Boyle. Elle a marqué une pause. Vous la connaissez très bien. Mon cœur a cessé de battre. La pièce a semblé rétrécir autour de moi. Qui? Elle a commencé à répondre, puis s'est arrêtée. Elle a regardé les papiers, puis moi. Venez au poste demain matin, à 9 h. Nous vous montrerons tout. Les relevés bancaires, les SMS, tout. Sa voix était douce. Mais monsieur Lawson, je veux que vous rentriez chez vous ce soir. Reposez-vous. Digérez ça. Parce que demain va être très difficile. Dites-le moi maintenant. Ma voix était à peine un murmure. S'il vous plaît, dites-moi juste qui. Les yeux de Clark se sont remplis à nouveau de cette terrible pitié. Demain, je le promets. Mais pour ce soir, rentrez chez vous. L'agent Brennan restera posté devant votre maison. Vous êtes en sécurité. En sécurité? Le mot semblait vide de sens. Je suis sorti de ce poste dans un état second. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique. Je me suis assis dans ma cuisine sombre, fixant le néant. Quelque part dans mon esprit, je savais déjà. Je l'avais su depuis que Crawford avait demandé si quelqu'un était venu chez moi récemment. Je l'avais su depuis que je m'étais souvenu de l'insistance désespérée de Connor pour l'aller. Mais savoir et croire sont 2 choses différentes. Mon fils, mon garçon. Le téléphone était posé sur la table devant moi. Je pouvais l'appeler, exiger la vérité, mais j'avais peur de ce que j'entendrais dans sa voix. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, me tournant et me retournant, passant en revue tout ce que je connaissais. Qui pourrait vouloir ma mort? Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Je ne pouvais simplement pas me résoudre à y croire. Le lendemain matin, j'étais assis dans une petite salle de conférence au poste de police. L'inspectrice Clark a placé un document devant moi, un relevé de virement bancaire, 5 000 $. Expéditeur, Connor Lawson, mon fils. La pièce a tangué. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. M. Lawson. La voix de Clark venait de loin. Je sais que c'est dur. Il doit y avoir une erreur. Ma voix sonnait creux. Il ne ferait pas ça. Il y a plus. Elle a étalé des papiers comme des cartes dans une main terrible. Des SMS entre le téléphone de Connor et le téléphone jetable de Boyle. Assure-toi que le vieux soit seul. Fais ça cette semaine. Et celui-ci, le matin avant que Boyle ne se présente, il sera seul à la maison ce soir. Je ne pouvais plus respirer. Chaque message était un couteau s'enfonçant plus profondément. Les relevés téléphoniques montrent 3 appels entre eux. Le dernier à 19h15. Juste après que Connor a quitté votre maison. Juste après qu'il a insisté pour que je déblaye l'allée. Juste après qu'il a demandé si je serais seul. Pourquoi? Le mot est sorti brisé.
Clark a sorti un autre document. Votre fils doit 180 000 $. Dette de jeu poker en ligne, paris sportif. Il est dedans jusqu'au cou depuis environ 2 ans. 180 000. Comment n'ai-je rien su? Il reçoit des menaces, des messages d'usurier. Paye ou sinon. On sait où tu habites. La voix de Clark était douce mais implacable. Votre maison vaut 600 000 $. En tant qu'enfant unique, Connor est censé tout hériter. Cela aurait résolu tous ses problèmes. Les chiffres nageaient devant moi. Ma maison, ma vie, réduite à une transaction. Quand Judith est morte, Connor avait 8 ans, juste un garçon. Je me suis entendu parler. Il avait tellement peur. D'être seul, de me perdre moi aussi. Je pouvais le voir si clairement, ce petit garçon avec des larmes ruisselant sur son visage, les bras serrés autour de ma taille. Je prendrai toujours soin de toi, papa. Toujours. Mais quelque part entre cet enfant effrayé et l'homme qui s'était tenu dans ma cuisine, quelque chose s'était brisé. Je lui ai tout donné, ai-je chuchoté. Après le décès de Judith, il était tout ce qu'il me restait. J'ai fait 2 boulots pour payer ses études, aider pour son appartement, sa voiture, chaque fois qu'il avait besoin d'argent. Ma voix s'est brisée. Je lui aurais donné la maison s'il avait demandé. Tout ce qu'il avait à faire, c'était demander. Clark n'a rien dit. Que pouvait-elle dire? Il ne voulait pas juste la maison, ai-je dit lentement. Il voulait que je disparaisse. Pas dans une maison de retraite. Pas vivant ailleurs. Disparu. Je suis désolé. Où est-il? Nous avons des unités qui se dirigent vers son appartement maintenant. Nous l'aurons en garde à vue dans l'heure. Elle a marqué une pause. Voulez-vous être ici quand nous l'amènerons? Vous n'êtes pas obligé. J'y ai réfléchi. Ne jamais revoir le visage de Connor. Le laisser devenir juste un autre étranger. Mais j'avais besoin de comprendre. Besoin de voir ses yeux quand il saurait que j'avais survécu. Je veux le voir. Ma voix était plus stable que je ne me sentais. Quand vous l'amènerez, j'ai besoin de voir son visage. Clark a hoché la tête lentement. On vous appellera. Je me suis levé pour partir, mes jambes instables. À la porte, je me suis retourné. Cette vieille femme à l'épicerie. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait ce qu'il prévoyait. Parfois, les gens voient des choses que le reste d'entre nous manque, a dit Clark. Ou parfois, ai-je pensé, ils voient exactement ce qui est là. Et j'avais été trop aveugle pour remarquer que mon propre fils était capable de ça. Le garçon qui avait promis de toujours prendre soin de moi avait engagé quelqu'un pour s'assurer que je n'aurais plus jamais besoin qu'on prenne soin de moi. Ils ont arrêté Connor ce soir-là à l'aéroport international de Burlington. Il essayait d'embarquer sur un vol pour le Mexique. Crawford m'a appelé à 18 h. On l'a, Frédéric. On l'amène maintenant. Si vous voulez être là. J'arrive. Je suis arrivé au poste 20 minutes plus tard. Clark m'a accueilli dans le couloir, son expression soigneusement neutre. Il est en salle d'interrogatoire 2. Il y a une salle d'observation juste à côté. Vitre sans teint. Il ne saura pas que vous êtes là, à moins que vous ne le vouliez. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle m'a conduit dans une petite pièce sombre. À travers la vitre, je pouvais voir Connor assis à une table en métal, les mains menottées devant lui. Il paraissait plus petit, d'une certaine manière, plus jeune. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges. Il ressemblait à mon fils. Clark est entré dans la salle d'interrogatoire avec un autre officier. La tête de Connor s'est relevée brusquement. C'est de la folie, a-t-il dit immédiatement. Je ne sais pas ce que vous pensez que j'ai fait, mais... Connor Lawson, vous êtes inculpé de complot pour meurtre et de sollicitation de meurtre. La voix de Clark était plate, professionnelle. Nous avons des relevés bancaires montrant un virement de 5 000 $ de votre compte à Marcus Boyle. Nous avons des SMS entre votre téléphone et le sien. Nous avons des relevés téléphoniques. C'est... Je n'ai pas, le visage de Connor est devenu pâle. C'est fou. Je ne ferai jamais. Clark a étalé les preuves, le virement, les messages, les appels. J'ai regardé le visage de mon fils s'effondrer. Je l'ai regardé réaliser qu'il n'y avait pas d'issue. Je n'avais pas le choix. Les mots ont jailli de lui.
Ils allaient me faire du mal. Ces gens. Vous ne comprenez pas de quoi ils sont capables. Alors, vous avez engagé quelqu'un pour faire du mal à votre père à la place. La maison est juste là, à ne rien faire. La voix de Connor est montée, désespérée. Il est vieux. Il n'a pas besoin de tout cet argent. Je suis son fils. Je suis censé en hériter de toute façon. J'en avais juste besoin maintenant. Et il n'aurait pas compris. Mes mains se sont serrées en poing. N'aurait pas compris. Comme si c'était moi le problème. Comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. Donc vous avez payé Marcus Boyle pour que ça ressemble à un accident, a dit Clark doucement. La tête de Connor est tombée. Je lui ai dit. J'ai dit que ça devait paraître naturel. Une chute, un cambriolage, quelque chose. Je ne voulais pas, sa voix s'est brisée. Je ne voulais pas qu'il souffre. Quelle générosité. Connor. Clark s'est penché en avant. Votre père est ici. Il regarde. La tête de Connor s'est relevée d'un coup. Ses yeux ont balayé la pièce, atterrissant sur le miroir, sur moi. Papa. Sa voix était petite, brisée. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. J'étais désespéré. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ces gens allaient. Je ne pouvais plus écouter. Je ne pouvais plus le regarder trouver des excuses. Je ne pouvais plus l'entendre réduire ma vie à un problème qui devait être résolu. Je me suis tourné vers la porte. Monsieur Lawson? Crawford était là. Voulez-vous lui parler? J'ai regardé une dernière fois à travers la vitre le fils que j'avais élevé. Le garçon que j'avais aimé. L'homme qui avait engagé quelqu'un pour me finir. Non, ai-je dit doucement. Je n'ai pas de fils. Je suis sorti de ce poste de police dans la froide soirée de décembre. La neige avait enfin cessé. Le ciel était clair, les étoiles commençaient à apparaître. L'air était vif et propre, piquant dans mes poumons. Pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer. Derrière moi, j'ai entendu Connor crier mon nom, supplier, implorer. Je ne me suis pas retourné. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, faisant fondre les dernières traces de l'hiver. En mars, la neige avait disparu, remplacée par des pousses vertes perçant la terre dégelée. Le procès a été rapide. Connor a plaidé coupable. 25 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Marcus Boyle a pris 30 ans. Sans libération conditionnelle. Je n'ai pas assisté au verdict. Clark m'a appelé pour me le dire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai vendu la maison en avril. Je ne pouvais plus rester là-bas. J'ai acheté un petit appartement près du centre-ville de Burlington, surplombant le lac Champlain. Une chambre, parfait pour recommencer. Les Anderson de mon ancienne rue venaient me voir chaque semaine. Rosemary Fletcher appelait tous les dimanches. Mais c'est un dépliant chez Morrison qui a changé les choses. Un groupe communautaire au centre pour seniors. Je me suis présenté un mardi. J'ai rencontré Warren, Harvey, Ernest et Lloyd. On a commencé à jouer aux échecs le jeudi. On est allé voir un match des Bruins. On a juste existé ensemble. Pas de questions, pas de pitié, juste de l'amitié. J'ai pris un cours de peinture donné par Carole. J'ai découvert que j'étais nul pour les paysages, mais pas mauvais pour les portraits. Barbara, à la bibliothèque, m'a proposé du bénévolat 3 matins par semaine. Paisible, méthodique. Un matin de mai, je me suis retrouvé chez Morrison. Ashley était toujours derrière la caisse. Monsieur Lawson, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. J'ai déménagé en ville. J'ai fait une pause. Ashley, cette dame âgée en décembre dernier. Celle pour qui j'ai payé. L'avez-vous revue depuis? Son sourire s'est effacé. C'est la chose la plus étrange. Je travaille ici depuis 6 ans. Je ne l'avais jamais vue avant ce jour-là. Jamais revue après. Jamais. C'était comme si elle était apparue juste pour ce moment, puis partie. Je suis resté là, pensant à ses yeux clairs. Votre vie en dépend. Merci, Ashley. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur le lac. Une paire d'oies a survolé ma tête, klaxonnant vers le nord.
J'ai pensé à cette vieille femme. Elle avait vu quelque chose ce jour-là, un terrible avenir, et l'avait changé. Elle m'avait sauvé la vie avec quelques mots sur la neige. Je ne saurais jamais qui elle était. Peut-être une femme confuse ayant eu une intuition chanceuse. Peut-être autre chose. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que j'étais là, respirant, regardant le coucher de soleil, me faisant des amis, construisant une vie qui était la mienne. La famille n'était pas seulement ceux avec qui on est. C'était ceux qui choisissaient de rester, ceux qui se présentaient avec des plats cuisinés, qui jouaient aux échecs le jeudi, qui vous apprenaient à peindre. Les Anderson, Rosemary, Warren, Harvey, Ernest, Lloyd, Carol, Barbara. C'était eux ma famille maintenant. J'ai levé ma tasse de café vers le vide. Qui que vous soyez, ai-je chuchoté. Merci. Vous avez sauvé plus que ma vie. Vous m'avez donné une chance de la vivre. La brise a emporté mes mots au-dessus de l'eau, et quelque part, j'aime à penser qu'une vieille femme aux yeux qui savent à sourire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pour trouver ses proches, pour choisir la gentillesse plutôt que le sang. La vie offre des secondes chances de manières étranges. Parfois, à travers un avertissement sur la neige. J'avais 70 ans, et je commençais tout juste à comprendre ce que signifiait vraiment vivre. Avec le recul, je vois les signes que j'ai manqués. La distance, le désespoir. Ne soyez pas comme moi. Ne laissez pas l'amour vous aveugler face au danger, même venant de la famille. Dieu a envoyé de l'aide quand j'en avais le plus besoin. Cette femme mystérieuse chez Morrison. Je crois qu'elle était son messagère. Dieu voit ce que nous ne pouvons voir, c'est ce que nous refusons de croire. Parfois, Dieu agit à travers des inconnus pour nous sauver de notre propre sang. La leçon, la confiance se mérite, elle n'est pas due. La famille, ce n'est pas l'ADN. C'est la présence, la loyauté et l'amour en action. J'ai passé 70 ans à croire que le sang signifiait tout, pour découvrir que ma vraie famille m'attendait dans une partie d'échecs, un cours de peinture, un tour de bénévolat. Ces histoires de grand-père ne sont pas juste du divertissement. Ce sont des avertissements, des leçons, des rappels que le mal peut porter un visage familier, que le salut arrive de façon inattendue, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. C'est l'une des nombreuses histoires de grand-père que je partagerai. Des histoires de survie, de rédemption et de seconde chance. Si un vieil homme comme moi peut se reconstruire à 70 ans, tout le monde le peut. Si cette histoire a touché votre cœur, cliquez sur le bouton s'abonner. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. J'adore savoir jusqu'où voyagent ces histoires de grand-père. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message sur la confiance, la famille et les nouveaux départs. Votre soutien signifie tout. À la prochaine.